So again, welcome everyone, and welcome back to our lecture series. So the Keenan Chair of Interfaith Studies, Professor Armando Salvatore, and the James Professor of Islamic Philosophy, Robert Wisnowski, are pleased to welcome you to the fall 2021 edition of our online lecture series, Reorienting the Global Study of Religion, History, Theory, and Society. You can find out more about our series on our website and YouTube channel, and I'll put the link in the chat for you. Today's lecture will take place in two parts. The first with Professor Ben Makhlouf from 12 to 1:15 p.m. Montreal time. After that, we will take a short pause, and then we will restart with Professor El Reyes from 1:30 to 2:45. Both sessions will use the same Zoom meeting. So I'll just say that again, one lecture from 12 to 1:15, the second from 1:30 to 2:45 with a short break in between. We'll use the same Zoom credentials. So you can just use the same link and you'll be right back in and we'll stay together. We are recording today's session. We'll record the first lecture and then we'll stop the recording during our question and answer period. Our short break, we'll record the second lecture and then again turn that recording off for the final Q&A period. Please keep yourself muted during the lectures or when you're not asking a question, and hold your questions until each Q&A period after each lecture, and we'll moderate those using the raised hand function in Zoom. And so now I would like to turn it over to our chair for the day, Professor Diala Hamza. She is Associate Professor of Arab History at Université de Montréal, and she is the author of the forthcoming Muhammad Rashid Ridu, Le Tonnerre Salafiste, and the editor of The Making of the Arab Intellectual. She was also one of our featured lecturers of the Reorienting series last year. Professor Hamza. Thank you, Jason. Thank you to all. I'm very happy to be chairing this session and to introduce in turn our two speakers. I will start with Professor Ali Ben Makhlouf, and I will be introducing both in French and English. Ali Ben Makhlouf est agrégé de philosophie. Il est actuellement professeur à l'Université de Paris-Est Val-de-Marne au département de philosophie et membre senior de l'Institut universitaire de France. Le fil directeur de ses recherches est la logique, l'histoire et la philosophie de la logique. Après s'être intéressé à Gottlob Frege et à Bertrand Russell, deux logiciens auxquels il a consacré de nombreux ouvrages, il s'est proposé de parcourir l'histoire de la logique médiévale arabe, riche de commentaires sur l'organon d'Aristote. C'est ainsi qu'il a mené l'entreprise de traduction des œuvres logiques d'Al-Farabi, du philosophe du Xe siècle, et d'Averroès au XIIe siècle, auteur auquel il a consacré aussi des études monographiques. Expert auprès de l'UNESCO pour mener le dialogue philosophique entre le monde arabe et le monde asiatique, entre 2004 et 2011, il a participé à de nombreuses formations dans les pays d'Asie, Corée du Sud, Thaïlande, Japon, et dans les pays arabes, Maroc, Tunisie, Égypte. Il est engagé actuellement dans les débats sur la bioéthique après avoir été membre du Comité consultatif national d'éthique et du Comité d'éthique et de déontologie de l'Institut de recherche pour le développement. Il est membre de la Société française de philosophie, de l'Institut international de philosophie, de la Société d'histoire de la pharmacie et membre permanent de l'Académie nationale de pharmacie. In English now, Ali Ben Makhlouf holds an aggregation in philosophy and is currently a professor at the University of Paris-Est Val-de-Marne in the Department of Philosophy and a senior member of the Institut Universitaire de France. His research focuses on logic, history and philosophy of logic. And after an early interest in Gottlob Frege and Bertrand Russell, two logicians to whom he devoted numerous works, he moved to the exploration of the history of medieval Arabic logic, which is rich in commentaries on Aristotle's Organon. Thus, he led the translation of the logical works of Al-Farabi and of the 10th century and Averroes
or Ibn Rushd in the 12th century, authors to whom he also devoted monographic studies. As an expert for UNESCO in the field of philosophical dialogue between the Arab and Asian worlds, between 2004 and 2011, he has participated in numerous training sessions in Asian countries, such as South Korea, Thailand, and Japan, and in Arab countries, Morocco, Tunisia, and Egypt. He's currently involved in debates on bioethics after having been a member of the National Consultative Ethics Committee and of the Ethics and Deontology Committee of the Institut de Recherche pour le Développement, IRD. He is a member of the French Society of Philosophy, the International Institute of Philosophy, the Society of History of Pharmacy, and permanent member of the National Academy of Pharmacy. Professeur Ben Makhlouf, the floor is yours. Merci beaucoup, cher Diala Hamza. Merci, je vous adresse tous mes remerciements, ainsi qu'au professeur Robert Wisnowski pour cette invitation. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui ces réflexions autour d'Ibn Khaldoun. J'ai, comme vous avez pu le constater, intitulé la présentation d'aujourd'hui, Ibn Khaldoun, logique et grammaire de la civilisation. Rapidement, peut-être pour ceux qui entendent parler d'Ibn Khaldoun pour la première fois, nous sommes au XIVe siècle. Ibn Khaldoun est né à Tunis en 1332, il est mort au Caire en 1406. Il vit à une période, durant une période très troublée de l'histoire, des crises sanitaires et des crises politiques multiples. En 1348, la grande peste qui s'abat sur toute la Méditerranée fait disparaître 20 à 25% de la population de cette région. Et dans la vie même d'Ibn Khaldoun, en dehors de cette date, il y a eu plusieurs épisodes d'épidémie. Il a perdu son père, plusieurs personnes de son entourage à cause de la pandémie de l'époque. Donc, c'est véritablement une grande épreuve. Il a eu, Ibn Khaldoun, nous le connaissons aujourd'hui comme un très grand historien, mais il a eu une grande carrière politique. Il fut au service des sultans marocains, il fut même un temps vizir. Il a participé au recrutement de guerriers dans les tribus rurales et c'est de cette expérience très riche, peut-être qu'une bonne comparaison serait celle qu'on a à travers Machiavel un siècle après. C'est des personnes qui se sont isolées après leur expérience politique pour pouvoir écrire sur l'art de gouverner et principalement pour Ibn Khaldoun aussi sur l'histoire. Alors, dans mon introduction, je voudrais, après avoir rappelé brièvement ce contexte historique, signaler un passage de Jacques Berck qui est un peu troublant. Jacques Berck, le grand islamologue qui était professeur au Collège de France à la fin du siècle dernier, dans un livre, un entretien intitulé Arabie, il dit que pour les arabo-musulmans, il fait cette grande généralisation, l'histoire, je le cite, est souvent placée sous poumon d'acier, au sens où la temporalité est surtout celle introduite par les théologiens. Je cite, la vie de l'homme et la vie du monde sont, pour ainsi dire, placées sous une cloche pneumatique où Dieu, à tous les instants, devrait insuffler l'actuel. Mais il dit cependant, il y a cette temporalité chez les Arabes, mais chez leurs théologiens, je suspecte, ajoute-t-il, les théologiens de n'exprimer qu'une part des réalités, ou plutôt, nous ne pouvons l'entendre que par référence à la nappe d'attitudes et de pratiques qui les enveloppent. Il est vrai, il ajoute cette phrase très bizarre,
que les penseurs arabes n'ont pas encore trouvé de Michel Foucault. Alors, moi, il se trouve que j'ai consacré un ouvrage et un colloque d'abord, un ouvrage sur comparant Ibn Khaldoun et Michel Foucault. Et je voudrais dire, et dans mon propos, vous allez le sentir aujourd'hui, qu'il y a plusieurs éléments méthodologiques, une forme de permanence de motifs, de patterns, permanent patterns, des motifs permanents méthodologiques entre Ibn Khaldoun et Michel Foucault, et je désavoue un peu la phrase de Jacques Berck. L'objet de ma communication aujourd'hui s'exprime dans la question suivante. Pourquoi les distinctions logiques et grammaticales sont si importantes pour un historien comme Ibn Khaldoun? Je vais essayer de montrer que le lexique même qu'emploie Ibn Khaldoun va dans le sens de cette logique et de cette grammaire et indiquer les conséquences socio-anthropologiques de ce choix lexical. Dans un premier temps, j'analyserai donc les nouvelles catégories et le nouveau lexique qui se met en place avec Ibn Khaldoun. Lui-même, je vais le citer, est conscient de la nouveauté de son entreprise. Dans un deuxième temps, après avoir exploré donc ce lexique et ces catégories, j'aborderai le lien logico-historique entre la notion de société humaine, al-Umran, et les faits historiques. Et vous avez vu que je traduis al-Umran par société humaine, je vais avoir à le justifier tout à l'heure. Et je terminerai mon propos par l'évocation du pouvoir politique et de la marche historique des peuples en remettant en question cette idée que l'on trouve souvent selon laquelle Ibn Khaldoun aurait une vision cyclique de l'histoire. Voilà le programme. Je commence donc le premier moment de mon analyse par le nouveau lexique et les nouvelles catégories mises en place par Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun était un grand lecteur des commentaires sur la logique d'Aristote, ceux écrits précisément par Al-Farabi et Ibn Rushd. Ces philosophes avaient élargi la logique d'Aristote à la suite des philosophes alexandrins jusqu'aux confins de la rhétorique et de la poétique, l'art de la persuasion d'une part, l'art de fabriquer les images d'autre part, sont considérés comme des arts logiques à part entière, et Ibn Khaldoun connaissait par ailleurs les commentaires auxquels la République de Platon avait donné lieu, la politique d'Aristote, comme vous savez, n'étant pas parvenue aux Arabes. Alors, le trait d'invention d'Ibn Khaldoun, et c'est le point sur lequel je voudrais le plus insister, est de mettre ensemble les concepts de politique et ceux de rhétorique pour élaborer un nouveau sujet d'étude qu'il appelle Al-Umran, autrement dit la société humaine. Son trait de génie, c'est d'avoir pris une partie de la logique et de l'avoir associée à la politique, et de ces deux domaines qui étaient considérés comme hétérogènes, construire un objet homogène, Al-Umran. Il a pensé ensemble, donc, l'art de persuader, la rhétorique, et l'art qui mobilise les actions volontaires, la politique, al-af'al al-iradiya, et cette conjonction de deux arts distincts, l'un relevant de la logique, l'autre de la politique, est systématisée. Permettez-moi de citer longuement la Muqaddima à ce sujet. Nous pourrions dire, dit Ibn Khaldoun, qu'il s'agit d'une science indépendante avec un objet et des problèmes propres, la civilisation humaine et la société humaine, et l'explication des états qui l'affectent dans son essence successivement, al-ahwal. Il en va de même pour toutes les sciences, qu'elles reposent sur la tradition ou sur la raison.
sache que l'examen d'un tel objet est une entreprise entièrement neuve, donc c'est là où il a conscience de proposer une nouvelle science, qui se place au point de vue inaccoutumé et qu'il est en plus de grande utilité, étant l'aboutissement d'une recherche approfondie. Cet objet, dit-il, ne doit pas être confondu avec la rhétorique, qui est une des parties de la logique. En effet, la rhétorique a pour effet les discours qui emportent la conviction et qui sont utiles pour obtenir l'adhésion du public en faveur d'une opinion déterminée ou pour l'en détourner. Il n'a rien à voir non plus avec la science politique. Cette science traite de l'art de gouverner un foyer ou une cité. Mais, dit-il, bien que cet objet soit distinct de ces deux disciplines, celle-ci présente certaines ressemblances avec la nôtre. Et c'est ça le point sur lequel je vais insister, comment Ibn Khaldoun a été chercher dans la rhétorique et dans la politique de quoi construire un nouvel objet. Bien sûr, Al-Farabi, avant lui, avait insisté sur l'importance de la persuasion pour l'habitus de la cité, pour toutes les questions relatives à la circulation des signes dans une société, mais selon Ibn Khaldoun, la thématisation était restée implicite. Pour déterminer les contours de la nouvelle science, Ibn Khaldoun va mettre en vis-à-vis, comme nous l'avons dit, la rhétorique et la politique. Le savoir relatif à la société humaine partage avec la rhétorique le souci de la circulation des signes qui influent sur le comportement des hommes. Et c'est comme ça qu'on va avoir Ibn Khaldoun qui va s'intéresser à la manière d'avoir la bay'a, la manière de construire le serment d'allégeance. Il va être attentif à la manière d'embrasser la main du calife et comment ces comportements formatent en quelque sorte le rapport du gouvernant et du gouverné. Donc, d'une part, la circulation des signes dans une société, d'autre part, justement, l'art de gouverner, d'organiser la vie dans une cité, l'art politique à proprement parler, pour lequel d'ailleurs Ibn Khaldoun donnera des indications que dans la tradition du miroir des princes, comment un calife doit se comporter. Mais une fois qu'il a ces deux disciplines pour construire une nouvelle discipline, il s'agit aussi maintenant d'apporter une nouvelle catégorisation de la réalité. Nous avons tous en tête les catégories d'Aristote, les 10 catégories d'Aristote, l'importance de la substance, des étangs. Chez quelqu'un comme Averroès, l'important est de s'intéresser physiquement et métaphysiquement aux mawjoudat, al-mawjoudat, les étangs. Mais pour Ibn Khaldoun, ce ne sont pas les étangs qui sont mis au premier plan, ce sont plutôt les ahwal, les modalités qui affectent les existants, c'est-à-dire comment le passage du temps, les changements de coutumes deviennent les éléments premiers, non pas la série des substances, mais les modifications. On commence à modaliser en quelque sorte le réel par les ahwal, que les traducteurs, aussi bien Franz Rosenthal que pour l'anglais que Abdeslam Chidadi pour le français, traduisent par conditions, conditions, mais je pense que les ahwal, c'est aussi les circonstances, les modifications. Je préférerais pour ma part une traduction plus philosophique en les appelant les modes ou les modes essentiels, ceux qui sont substantiellement attachés
à l'existant. Et chez Ibn Khaldoun, il y a une inflexion. Averroès parlait des mawjoudat, lui parle des al-kainat et al-waqi'at. Al-kainat et al-waqi'at, on quitte le langage proprement du jawhar et du mawjoud. Un grand écueil, nous dit Ibn Khaldoun, dans l'historiographie, un grand écueil, dit-il, c'est le mépris dans lequel on tient les ahwal, les modes, au sein des nations et des peuples, al-umam ou al-ajyal, qui précisément indiquent le changement selon le passage des jours et selon les périodes. Pour ainsi dire, le temps n'est pas un simple cadre dans lequel les événements se produisent, il n'est pas une catégorie parmi d'autres, parmi les 10 catégories comme chez Aristote, non, il n'affecte pas seulement les événements et les faits, il est à leur niveau, il est un élément, je disais tout à l'heure, un mode substantiel pour parler des ahwal. La principale catégorie devient celle du changement et non pas celle de la substance. Et ce changement, il le place bien sûr au niveau des individus, au niveau des époques, au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau des districts, au niveau des époques, je disais, au niveau des dynasties. Et le passage du temps, les changements sont caractéristiques des peuples, des nations, des dynasties, alors que la durée, al-baqa, est un attribut de Dieu en tant qu'attribut permanent. Si bien que on a là 3 caractéristiques à retenir dans cette nouvelle science. Le changement qui advient à un peuple spécifique selon un pouvoir politique, et on va avoir ces 3 matériaux, si vous me permettez l'expression, ces 3 matériaux historiques du changement du peuple spécifique et du pouvoir politique. Ils constituent la base de l'unité des peuples. Et Ibn Khaldoun, et c'est peut-être là, si vous me permettez, le lien que j'ai souligné méthodologique avec Michel Foucault, j'ai failli dire Ibn Foucault, qui est celui de la spécificité. Foucault disait l'objet de l'histoire est toujours spécifique. La spécificité et la discontinuité historique, c'est-à-dire tenir compte de ce qui change avec des phénomènes de rupture. C'est là que j'en viens à peut-être une erreur méthodologique qui consisterait à donner la priorité aux informations historiques. Quand on dit histoire, on pense les faits historiques, alors que pour Ibn Khaldoun, c'est al-umran, la manière dont les hommes occupent une terre. Il précise lui-même l'étymologie, al-umran, ammara, remplir, occuper, occuper une terre. C'est pour ça que je l'emploie au sens de la société humaine et non pas au sens de la civilisation. La civilisation, elle a un autre mot en arabe, c'est le hadara, et il l'emploie quand il veut parler de hadara pour les conditions de sédentarité, mais al-umran est précisément la manière dont les hommes occupent une terre, c'est la société humaine à proprement parler. Et al-umran devient une catégorie primaire, première, avec, et c'est là qu'adviennent les catégories grammaticales, al-mubtada ou al-khabar, c'est le sujet et l'attribut, dirions-nous en grammaire, il emploie ces termes, et al-umran a le statut substantiel d'al-mubtada, ce par quoi l'on commence, en grammaire c'est ce par quoi l'on attaque le discours, et le khabar, ce qui advient à ce commencement, ce qui advient à cet objet du discours, ce qui advient à ce principe premier de la société humaine et qui advient sous la forme ultérieure. Alors, Franz Rosenthal traduit ces expressions par histoire ancienne et postérieure, et on oublie complètement l'aspect sujet et attribut. Ce n'est pas l'histoire ancienne et postérieure, c'est un principe, al-umra, la société humaine, à laquelle il advient
du khabar, de l'information. Et les ahwal, les circonstances, les conditions, on pourrait presque par moment le traduire par la fortune au sens du mot tel qu'il apparaît chez Machiavel et plus tard chez Montaigne. Al-ahwal, ce sont les conditions et les circonstances dans lesquelles al-umran prend place. Et le khabar, précisément, c'est l'attribut, l'information qui est toujours seconde. Alors, j'en termine maintenant avec le lexique et cette première partie un peu longue, excusez-moi, c'est qu'il y a en même temps deux termes logiques qu'Ibn Khaldoun utilise pour sa science, al-mahmoul ou al-mawdou', le sujet et le prédicat. Nous avons al-mubtada ou al-khabar, l'objet premier du discours et son attribut, et le sujet logique est ce qu'on lui fait porter, le prédicat, al-mahmoul. Et c'est pourquoi j'ai tant insisté sur le sens logique et grammatical pour montrer quoi. Et je termine cette première partie par cette synthèse. Al-umran est antérieur et premier, mubtada wa mawdou'. Les faits sont seconds, khabar wa mahmoul. Al-umran, à savoir la société humaine, ne peut être ni vraie ni fausse, ça n'a pas de sens, elle est ontologiquement là. En revanche, les faits historiques qui sont rapportés à elle, al-khabar, il peut y avoir du fake, il peut y avoir du faux dans les faits historiques, ils sont simplement possibles alors que la société humaine est nécessaire. On a encore cette nouvelle modalité qui intervient du possible et du nécessaire. Et dit-il, l'histoire ne traite pas des faits existentiels, elle traite des faits possibles. Bien sûr, parmi ces faits possibles, il y a ceux qui adviennent, mais il insiste sur le terme de possible pour s'opposer à des gens comme Mas'oudi qui avaient imaginé une histoire de monstres, une histoire de géants. Il dit non, là, ce n'est pas des faits possibles. Voilà pour cette première partie. Excusez-moi d'avoir été long, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. La deuxième partie, eh bien, rentrons un peu dans le vif du sujet après avoir mis en place ce lexique et parlons de la société humaine et des faits historiques. Les faits sont, je l'ai dit, dérivés. Ils sont abstraits, soumis à l'erreur. Il faut en parler comme des faits possibles. La nouvelle perspective est de donner à la société humaine la place principale, de la qualifier même de nécessaire et de laisser les faits historiques n'être que possibles. J'ai répété ce point, il me semble important. Et je le souligne et je l'indique, je ne traduis pas l'Umran par civilisation, mais par société humaine, la manière dont les populations humaines occupent une place sur Terre, c'est ce qui rend les propositions à son sujet vraies ou fausses, sans être elles-mêmes ni vraies ni fausses. C'est pourquoi la société humaine, je le disais, est première, sujet, et non pas prédicat, un sujet n'est ni vrai ni faux. Et la notion de civilisation telle que nous la comprenons aujourd'hui, elle est trop liée aux doctrines. Elle suppose la civilité que l'on met en mouvement pour dire civilisation. Elle suppose donc une conception relative aux mœurs, la civilité. C'est un concept axiologique et non pas descriptif, alors que Ibn Khaldoun, avec une extrême prudence, évite de dériver la société humaine de toute vision idéologique, même religieuse. La société humaine, c'est occuper une place sur Terre à un endroit donné. Des indications donc logiques plutôt que politiques ou religieuses qui lui ont permis de parler d'Al-Umran sans rien présupposer comme organisation spécifique. Et le mot, je le dis et je le répète, ne signifie que la cohésion des gens dans un endroit donné et la manière dont ils essayent de préserver leur vie. Il y a toujours une insistance sur l'idée de préserver cette vie. J'ai commencé mon introduction à dire combien elle pouvait être mise à mal par les troubles politiques et sanitaires.
Si, comme nous l'avons donc dit, Al-Umran est préalable, primaire, nécessaire, il ne peut pas être assimilé à l'urbanité ni même à la civilisation. Ce terme, je le disais tout à l'heure, apparaît bien dans le texte d'Ibn Khaldoun, mais sous une autre acception qui est al-hadara, et il signifie les conditions de sédentarité. D'ailleurs, Ibn Khaldoun ne s'intéresse pas seulement à l'urbanité, au mode de vie dans les villes. S'il choisit Al-Umran comme catégorie fondamentale, c'est pour des raisons, je le disais, logiques et anthropologiques. Anthropologique, se maintenir quelque part sur Terre, et que le terme de civilisation ne recouvre pas précisément. Et j'insiste sur ce point, le mot Umran est neutre axiologiquement et n'est pas apparenté à une doctrine déterminée. Mais justement, maintenant, venons-en à la civilisation proprement parlée, civilisation bédouine ou civilisation urbaine. Il y a entre elles, entre le mode de vie bédouin et le mode de vie urbain, des échanges, des complémentarités. Par exemple, eh bien, dans le monde bédouin, on fait de l'agriculture, mais on a besoin des techniques que produit la ville pour rendre plus performante l'agriculture. Le mode de vie bédouin ne permet ni les arts, ni les sciences, ni l'artisanat, ni l'argent, alors qu'il permet les biens de première nécessité, justement, et il y a un va-et-vient entre ce que permet l'un et ce que permet l'autre, et un sens de complémentarité. Ça ne veut pas dire que la civilisation urbaine est supérieure à la bédouine parce qu'elle comprend les arts, les sciences, l'artisanat, l'argent, frapper la monnaie, etc., et que celle-ci est inférieure. Pourquoi j'introduis cela? Parce que malheureusement, dans les traductions que j'ai pu lire, aussi bien de la première 1863 de Deslandes, très marquée par la période coloniale, que Rosenthal dans les années 50, que Abdeslam Shiddadi au début du XXIe siècle, tous reproduisent le couple supérieur-inférieur. Quand je t'envoie le texte arabe, il dit que le mode de vie bédouin est naqis par rapport au mode de vie urbain, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'a pas quelque chose. Mais naqis, manquer, ça ne veut pas dire inférieur. Ça ne veut pas dire inférieur, ça veut dire qu'il ne produit pas ce que l'autre produit et qu'il va y avoir précisément entre les deux un équilibre, certes précaire, certes difficile. Les besoins, je cite, les Bédouins ont besoin des villes pour leurs nécessités de la vie, et la population urbaine a besoin des Bédouins pour les commodités. Et donc, on a précisément cet échange, cette complémentarité que un des commentateurs d'Ibn Khaldoun, Gabriel Martinez-Gros, indique bien, je le cite, la croissance de la ville mobilise le travail des campagnes qui lui versent l'impôt, mais lui vendent aussi les produits agricoles et les matières premières dont elle a besoin. C'est ce va-et-vient qui ne signifie ni supérieur ni inférieur, et naqis ne peut pas, je peux manquer de beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que je suis inférieur. Lorsque le principe Umran disparaît, lorsqu'il est détruit précisément, cela advient, une société qui se disloque, comme cela s'est produit malheureusement avec la peste, de nouvelles conditions, ahwal jadida, apparaissent. Donc le Umran a un aspect ontologique et il dit même, je dirais, démiurgique, une nouvelle humanité se crée. Il y a un passage incroyable, je me permets de le citer, lorsqu'il y a un changement général des ahwal,
des conditions, des circonstances. C'est comme si la création entière avait changé et que le monde entier avait été modifié, comme s'il s'agissait d'une création nouvelle. C'est comme si, voilà, l'humanité disparaît et il y en a une autre. Une création nouvelle et répétée d'un monde amené à exister à nouveau. C'est pourquoi il est nécessaire à l'heure actuelle que quelqu'un archive systématiquement la situation du monde. Donc le mabda, le mubtada, le mawdou', al-umran, qui est tout cela, principe, commencement, sujet véritable, vrai début, vrai sujet du discours, grammatical, logique et ontologique, eh bien, c'est à la fois tout cela, c'est-à-dire c'est un mot, al-umran, qui réfère à une société humaine, ontologique, qui est en même temps un principe logique d'existence. J'en viens à mon troisième moment que j'ai intitulé « Le pouvoir politique et la marche historique des peuples ». Ibn Khaldoun décrit la manière de prendre le pouvoir et de le perdre. Alors vous allez me dire pourquoi intervient ici le pouvoir politique? Parce que c'est par le pouvoir politique que va se faire la subsistance de ce Umran qui est d'occuper une place quelque part sur terre. Alors, comment précisément se fait ce pouvoir? Il décrit plusieurs situations, plusieurs exemples. Je vais m'en tenir peut-être à celui qui est assez proche de lui, de 2 siècles, qu'il cite, Al-Mahdi, le fondateur de la dynastie Al-Muhad. Il dit que c'est un calife qui a mis le sentiment de groupe, l'Asabiya, je ne le prononce que maintenant, ce mot important, en premier lieu, et c'est ça qui compte plutôt que son supposé lien généalogique avec le prophète via les Fatimides, tout ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est précisément d'avoir soudé un peuple. Certains ont parlé de solidarité organique à la Durkheim pour Ibn Khaldoun. Je ne vais pas aller dans ce sens parce que je ne peux pas parler de tout aujourd'hui. Je me suis focalisé sur un point. Alors, c'est là que j'en viens à la thèse que je conteste de la vision cyclique de l'histoire et je vais terminer là-dessus. Nombreux furent ceux qui ont déclaré qu'Ibn Khaldoun avait une vision cyclique de l'histoire. Pour ma part, je n'ai trouvé aucune mention de cycle dans ses travaux. Dans les villes, les liens entre les gens se relâchent, oui, à cause de la corruption, elle facède, oui. Le mot facède, d'ailleurs, il a une très jolie image, il dit les gens délèguent au rempart la solidarité qui les lie, et donc les liens se relâchent parce qu'ils sont confiés au rempart et non plus à leur rapport direct. Le mot facède a été traduit par déchéance et a coloré le sens historique par l'idée d'un cycle qui prend fin. Bon. Cette analogie naturelle est trompeuse, fallacieuse, misplaced concreteness. C'est une analogie qui est fallacieuse parce qu'elle elle évoque le processus physique aristotélicien de génération-corruption de la matière dans le processus physique de la matière. Mais dans une organisation sociale, ce n'est pas d'un processus physique de corruption qu'il s'agit. Dans ce domaine, dans le domaine social, quelque chose se détruit et quelque chose d'autre se produit. C'est pourquoi j'utilise le terme de discontinuité, de transfert, de solidarité. Et pour moi, les notions de transfert et de discontinuité sont plus importantes que celles de déclin. Déclin, c'est vraiment une vision historiciste plaquée sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, d'ailleurs, qualifie explicitement de pure fable les histoires de Mas'oudi sur la perfection originelle de l'homme et la détérioration de son évolution due à une déficience de la matière. Il n'y a pas de déclin ontologique. Cette opinion, dit-il, n'a qu'une base arbitraire, sans base logique. Il emploie le terme de logique. Anthropologiquement parlant, les principales distinctions sont les distinctions que j'ai indiquées tout à l'heure. Le simple, le superflu, la corruption est associée à ce qui est superflu. Au moment où un prince commence à utiliser des épées en or et non plus en cuivre, c'est le début du déclin.
de la dynastie, mais pas du déclin historique. Et c'est la fin d'une dynastie, oui, mais ce n'est pas un déclin au sens historique, c'est la fin d'une dynastie. En ce sens, on peut, si vous voulez, parler de déclin, mais pas de cycle. Si nous décrivons le passage du temps, on peut dire que les liens sont ou forts ou faibles. Ça, oui, les liens se relâchent ou se soudent. On peut le dire, effectivement. Mais pour ma part, je préfère parler, je le disais, de discontinuité, de divergence, plutôt que de déclin. L'exemple que j'ai rapidement donné, je peux le développer, c'est le premier calife, dit Ibn Khaldoun, qui s'est détaché de la simplicité attachée aux Omeyyades et aux Abbassides, et c'était Al-Mu'taz ibn Al-Mutawakkil, le 8e calife après Harun Rashid, lorsqu'il a commandé des ornements en or pour les ceintures, les épées et les brides. C'était un signe du début de la fin de cette dynastie, une discontinuité due à la corruption des mœurs, la possibilité que de nouvelles ahwal, de nouvelles conditions apparaissent. Ibn Khaldoun utilise les termes de faible, d'orf, de sénilité, haram, mais pas le lexique du déclin. Les limites du pouvoir politique doivent donc être comprises en termes de fin d'un temps, je reprends. Les limites du pouvoir politique doivent être entendues, excusez-moi, en termes de frontières spatiales qu'en termes de fin de temps. Je me précise. Quand vous avez une dynastie, dit-il, et quand les périphéries commencent à tomber, je cite, lorsque la dynastie devient sénile et faible, haram, elle commence à s'effriter à ses extrémités. Le centre reste intact, je cite, jusqu'à ce que Dieu permette la destruction de l'ensemble, toute la dynastie. Alors le centre lui-même est détruit. Mais lorsqu'une dynastie est envahie par le centre, il ne sert à rien que les zones périphériques restent intactes. Elles se dissout d'un seul coup. Vous le voyez, la métaphore spatiale est plus importante que le déclin temporel. Par ailleurs, Al-Umran n'a aucun lien, je le cite ici, c'est important, avec le mode de vie religieux, et il est faux de penser que l'histoire décline après la mort du prophète. L'autorité politique, voire la prophétie, sont présentées comme des moyens de préserver l'espèce humaine, mais sans privilège particulier à la prophétie. Il n'y a aucune justification rationnelle à la prophétie chez lui, et il en veut à Avicenne, qui a prétendu précisément en faire une théorie. La prophétie en elle-même n'a aucun pouvoir politique intrinsèque, et d'ailleurs, dit-il, on le voit bien, la asabiya, on la trouve également dans des sociétés païennes. Et si Mohammed a pu avoir cette asabiya, c'était en raison de ses mœurs avant la révélation. Il cite Mohammed, adolescent pris avec des compagnons qui vont se saouler, etc. Et lui s'isole dans un coin et dort. Et il dit ce sont d'abord les mœurs de Mohammed qui ont plaidé pour sa asabiya plus que sa prophétie. D'autre part, si la société humaine ne peut pas subsister sans un pouvoir organisé, ce pouvoir n'est pas nécessairement religieux, car la majeure partie de l'humanité subsiste sans aucune prophétie, et elle remplit un coin de l'espace sans aucune prophétie. La société humaine n'a besoin que d'un pouvoir qui apprivoise l'instinct d'agression parmi les hommes, et ce pouvoir a pour fondement le sentiment de groupe, la asabiya. Et c'est ce sentiment de groupe qui a une réelle universalité et certainement pas la prophétie. Les païens comme les religieux ont besoin de ce sentiment pour préserver leur unité, et les deux sociétés, païennes ou religieuses, sont simplement possibles comme le sont les faits historiques, mais ce ne sont pas des mabda' dans leur organisation.
L'exemple aussi qu'il donne de la première dynastie est intéressant. Il dit que les 4 premiers califes se sont succédés sans être ni des frères ni des fils. Abou Bakr n'est pas le père de Omar, qui n'est pas ni le frère ni le père de Uthman, Ali, etc. Non, ils avaient que la asabiya religieuse. Mais à un certain moment, celle-ci disparaît. Et avec Muawiyah et la fondation de la première dynastie, donc la dynastie omeyyade, je cite, l'autorité religieuse s'était affaiblie. Ce n'est pas une histoire de déclin, c'était donc un affaiblissement, un dorf. L'autorité religieuse s'était affaiblie et le besoin s'était fait sentir d'une autorité gouvernementale et de clan. C'est le clan qui reprend la asabiya. Si une personne non agréée par le clan avait été désignée, elle aurait été rejetée et précisément et la dissension et cela aurait entraîné la dissension au sein de la communauté. C'est la peur de la dissension qui est importante, mais pas du tout la reprise ou non de l'élément religieux. De toute façon, ça s'était relâché à la fin. Le sentiment de groupe s'incarne tantôt dans la religion, tantôt dans un ordre dynastique, mais c'est lui, ce sentiment de groupe, et non la religion ou la dynastie qui préside à la préservation de la société humaine d'Al-Umran. Je conclus. Ibn Khaldoun inaugure, tout en ayant conscience de cela, une nouvelle façon de faire de l'histoire, puisqu'il refuse de la réduire à une histoire des dynasties. Tout ça, c'est du far', tout ça, c'est du dérivé, tout ça, c'est du khabar, tout ça, c'est du second, tout ça, c'est du possible. L'histoire sera plutôt celle des récits spécifiques à une époque, à une génération, pour voir comment une société humaine, chaînon de l'espèce humaine, invente les moyens de sa subsistance. Ibn Khaldoun est très sensible aussi à la part d'ignorance structurelle de l'homme qui se penche sur les siècles passés. Et prendre conscience de cette part, c'est aussi relativiser le poids de ce qui est transmis de manière dominante. Et ça, c'est un sens aigu de la contingence humaine. Que savons-nous du passé que ce qui a été volontairement transmis? Je termine sur cette citation que je trouve très intéressante pour écarter tous ceux qui veulent mettre de la nécessité dans l'histoire. Les sciences qui ont été perdues, dit-il, sont plus nombreuses que celles qui nous sont parvenues. Où sont les sciences des Perses que Omar avait donné l'ordre d'abolir à l'époque de la conquête? Où sont les sciences des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens? Où sont leurs œuvres et les résultats qu'ils ont acquis? Où sont encore les sciences des Égyptiens avant eux? Les sciences qui sont parvenues jusqu'à nous proviennent d'une seule nation, la Grèce, grâce à la passion mise par Al-Ma'moun à les faire sortir de la langue grecque et aux moyens qu'il a pu mettre en œuvre, un grand nombre de traducteurs et beaucoup d'argent. Voilà la contingence historique, beaucoup de traducteurs et beaucoup d'argent, mais pas de nécessité. Merci. Thank you very much, Professor Ben Makhlouf. So now I'll stop the recording and we'll open it up to questions.